sur les changements d'état. Bien, donc je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. On était en train de faire un bilan énergétique pour un système qui allait subir un changement d'état. Et donc, ce que je vous avais dit, c'est que le bilan énergétique, on peut le voir en fait de deux manières différentes lorsqu'on a un changement d'état. Soit on vous donne l'état final obtenu et on vous demande de faire un bilan énergétique. Et donc là, c'est vraiment une question classique, il suffit d'évaluer les différents termes énergétiques. Soit au contraire, on ne vous donne pas l'état final et c'est le bilan énergétique qui va nous permettre de trouver l'état final, simplement parce que quand on a un corps pur diphasé, eh bien, on peut obtenir différents états finaux possibles. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'on va mettre une masse petit m de glace en contact avec une masse m' d'eau, on peut obtenir soit que du liquide, soit que de la glace, soit un équilibre liquide-glace. Et quand on ne connaît pas l'état final, on est obligé de faire une hypothèse. Donc là, en l'occurrence, on a fait l'hypothèse que l'on obtenait uniquement en fait du liquide. Et puis ensuite, on va donc faire un bilan énergétique pour voir si la température finale que l'on trouve est compatible avec le fait qu'on n'ait que du liquide. Donc, je vous rappelle, quand on a un corps pur qui va subir un changement d'état, la variable énergétique naturelle pour faire le bilan énergétique, c'est l'enthalpie, simplement parce que lors du changement d'état, il y a une grandeur qui va être tabulée, c'est la chaleur latente de changement d'état. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès que vous voyez changement d'état, corps pur sous deux phases, il faut partir sur l'enthalpie ici. Vous avez une question ? Oui, monsieur. Oui. Alors, attendez. Physiquement, comment on ferait pour déterminer mathématiquement si c'était un équilibre liquide-glace et comment physiquement c'est possible qu'il y ait cet équilibre à la fin? C'est un peu bizarre qu'il y ait à la fois de la glace et du liquide. Je ne vois pas en quoi c'est plus bizarre qu'il y ait un équilibre entre du liquide et du gaz, par exemple. Ah oui, c'est la même chose. Je vois, c'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez vous faire cuire des pâtes, vous prenez donc de l'eau qui sort du robinet, vous mettez ça dans la casserole et puis vous posez sur la plaque de cuisson. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir les premières bulles de vapeur d'eau qui vont apparaître lorsque l'eau sera à 100 degrés Celsius. Vous avez un équilibre entre le liquide et la vapeur. Là, c'est exactement la même chose. Vous mettez donc un glaçon, et je parle bien uniquement d'un glaçon, je ne mets pas de l'eau. Je mets un glaçon dans un verre qui est initialement vide. Je pose mon verre sur la table au soleil, et puis j'attends. Au bout d'un moment, le glaçon va, dans un premier temps, être réchauffé, puis va commencer à être fondu. Et donc, à un moment donné, dans votre verre, vous allez avoir de la glace et du liquide en équilibre. Oui, complètement, mais c'est pas au bout d'un temps infini. Par contre, c'est pas au bout d'un temps infini, ça. Alors, non, je n'ai jamais parlé de temps infini, donc ça va prendre une certaine durée, ce n'est pas instantané, de même que si vous mettez une bouteille d'eau liquide au congélateur, ça va prendre une certaine durée pour arriver jusqu'à la solidification de la glace, mais non, c'est des durées qui sont communes, j'ai envie de dire. Mais monsieur, oui. C'est pas fort de dire que la température de l'eau, elle ne bouge pas? Alors, non. Alors, attends, quand tu dis la température de l'eau ne bouge pas, à quel niveau? La première transformation. Ok. Alors, ça, je voulais y revenir. J'ai pas eu le temps à cause des questions. Donc, je vous rappelle que lorsqu'on va faire notre bilan, donc ici, pour passer de l'état initial à l'état final, on va donc déterminer ici la variation d'enthalpie de notre système. Notre transformation ici, elle est adiabatique et monobar. Donc adiabatique parce qu'on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère, et monobar parce que on travaille sous l'atmosphère constante, ce qui avait permis d'aboutir en appliquant le premier principe écrit en termes enthalpiques à delta H égale 0. Bon. Et après, compte tenu du fait que l'enthalpie, c'est une fonction d'état, ce que l'on va faire, c'est que l'on va imaginer un chemin fictif. Donc, c'est le chemin qui
qui passe par les étapes intermédiaires 1 et 2 ici, qui va partir du même état initial et du même état final. Le chemin fictif que j'imagine importe peu. La seule chose, c'est que dans le chemin que l'on imagine, il faut pouvoir évaluer les termes énergétiques correspondants. Et c'est la raison pour laquelle, à la vue des données qui vous étaient fournies dans l'énoncé, j'ai imaginé ce chemin-là. Alors, dans la réalité, est-ce que ça se passe comme ça? Sans doute que non, c'est ce que j'avais dit hier, mais on s'en fiche, puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est de partir de cet état initial-là et d'arriver jusqu'à cet état final, de manière à pouvoir évaluer l'enthalpie, la variation d'enthalpie delta H comme la somme de delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Et ça, on a le droit de le faire, puisque l'enthalpie, c'est une fonction d'état et que sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Et donc, ce chemin fictif que l'on imagine, j'insiste bien, il est purement fictif. Ça ne se passe sans doute pas en réalité de cette manière-là, mais ce n'est pas grave puisque c'est indépendant du chemin suivi, la variation d'enthalpie. Donc non, ce n'est absolument pas gênant de considérer que dans un premier temps, la température de l'eau ne bouge pas. Donc, gardez à l'esprit, et ça c'est vachement important, que c'est une transformation fictive, un chemin fictif que l'on a imaginé ici. Monsieur? Oui. Et j'ai encore deux questions à propos de ce qu'on disait juste avant. Si on considère l'équilibre eau et glace, oui. Eau et glace, comment on fait pour déterminer, comment on fera pour déterminer cet équilibre? Parce que dans tout ce qu'on fait, je ne vois pas le lien avec le temps. Et cet équilibre eau-glace, j'imagine qu'il a un lien direct avec le temps, parce que si on attend plus longtemps, la glace va finir par fondre complètement. Alors, disons, l'aspect temporel ici n'intervient donc absolument pas. Donc, quand on va avoir un équilibre, c'est la deuxième question. On va voir qu'il ne faut plus raisonner sur la température, mais sur la masse. Donc, c'est la deuxième question. Donc, cet aspect temporel que tu évoques en disant que ça va sans doute continuer à évoluer, donc c'est lié à l'une des hypothèses, alors discutable, mais l'une des hypothèses que l'on a fait, à savoir qu'on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère, simplement parce que je vous avais dit, ce ne sont pas les mêmes constantes de temps qui sont mises en jeu entre les échanges entre deux solides, le liquide et puis donc la glace, et puis entre un solide ou un liquide et puis l'air environnant. Ces échanges-là, ils sont beaucoup, beaucoup plus lents qu'entre les liquides. Donc là, on va obtenir ici un état final où on n'a que de l'eau liquide. Oui, après, si on attend vraiment un temps très, très long, il y a sans doute des échanges thermiques qui vont également se mettre en place avec l'atmosphère environnante qui va continuer à faire évoluer cet état final. Et ça sera sans doute encore plus vrai pour le deuxième système qu'on prendra là dans la deuxième question où on a un équilibre liquide-gaz. Mais cet aspect-là, ici, on n'en tient pas compte parce que justement, on néglige ces échanges thermiques avec l'atmosphère. Donc là, on est un peu, si vous voulez, dans le même ordre d'esprit que le dernier exercice du TD sur le premier principe qu'on avait fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait considéré une transformation brutale qui menait jusqu'à un état d'équilibre intermédiaire. Et puis, on avait dit, si on attend très, très longtemps, vu que les parois du récipient étaient diathermales, notre système pouvait continuer à évoluer vers un vrai état final d'équilibre. Là, c'est un peu la même chose. La seule chose, c'est qu'on s'arrête en quelque sorte à cet état d'équilibre intermédiaire. Mais en tout cas, l'aspect temporel, plus clair. Alors, il y avait d'autres questions après. Bon. Alors, si on regarde un petit peu, eh bien, donc, les conclusions là, de ces questions-là, puisqu'on n'était pas arrivé jusqu'à l'application numérique. Bien, donc ici, lorsque je vais utiliser le fait que delta H égale 0 égale delta H1 plus delta H2 plus delta H3,
eh bien, on va avoir donc une équation à une inconnue, donc la température finale, hein, puisque c'est la seule inconnue dans les différents termes énergétiques que l'on a établis. Et donc, ici, hein, on a θF qui va être égal à moins petit m fois delta H fusion, plus, moins, donc petit m fois la capacité thermique massique de la glace, θ0 moins θi, donc plus m fois la capacité thermique massique de l'eau, θ0, plus m', la capacité thermique massique de l'eau, la température initiale de l'eau, le tout divisé par m plus m' fois la capacité thermique massique de l'eau. Bien, il reste juste l'application numérique à faire. Donc là, si j'écris cette expression, hein, c'est pour attirer votre attention hein, un petit peu sur les différentes unités hein, qui doivent être mises en jeu. Donc là, il faut bien faire attention hein, parce que si vous regardez hein, les capacités thermiques massiques eh bien, de l'eau et de la glace, donc, hop, si je reprends les données un petit instant, Monsieur, oui. le θ0, comment on l'a parce qu'il n'est pas dans les données qu'on a? Alors, justement, hein, je reviens sur les données, là, je viens de vous les mettre sur le tableau blanc, hein, histoire qu'on y revienne un petit peu. Donc, déjà, je regarde les termes faciles, donc les termes hein, de ici masse fois capacité thermique. Donc là, hein, les capacités thermiques massiques de l'eau liquide et de la glace, vous remarquez qu'elles sont données en joules kilogramme moins 1, Kelvin moins 1. Hein. Donc là, les masses, là, il faudra bien les mettre en kilogrammes, ces masses qui sont ici, dans l'application numérique. Bien. Votre camarade elle pose la question du θ0 hein, qui intervient également au niveau de ces deux termes. Donc θ0, hein, je vous rappelle, dans le chemin fictif que l'on a utilisé, eh bien, c'est la température de changement d'état ici hein, de l'eau qui va permettre donc, la fusion de la glace, puisqu'on va passer de la glace à la glace fondue. Et donc là, hein, si vous regardez bien, hein, on vous donnait l'enthalpie massique de fusion de l'eau à 0 degré Celsius. Donc le θ0 qui est ici, hein, c'est 0 degré Celsius. Hein. Mais attention, hein, il va falloir le mettre en Kelvin, hein, autrement dit 273 Kelvin. Donc ces températures qui interviennent à ce niveau-là, le θ0 et le θe, hein, attention, hein, il faut qu'elles soient en Kelvin dans vos applications numériques, hein, puisque là, on a simplement au niveau des deux termes de droite, ici, hein, eh bien, la masse fois la capacité thermique massique fois la température. Donc là, on n'a pas le choix. Hein, ces deux températures, il faut bien qu'elles soient en Kelvin. Hein. Donc, au niveau du terme central qui est ici, vu que c'est une différence de température, bon, vu que les échelles Celsius et Kelvin sont simplement translatées, hein, eh bien, là, pas de souci, hein, vous pouvez les laisser en degrés Celsius, puisque si vous faites la différence qu'on prenne en degrés Celsius ou en Kelvin, hein, ça revient au même. Hein. Bon, il reste le dernier terme. Donc là, encore une fois, il faut faire attention, puisque si vous regardez hein, bien, cette enthalpie massique de fusion de l'eau ici, hein, elle vous est donnée en joules gramme moins 1. Donc là, eh bien, si vous mettez la masse petit m en kilogrammes, ce qui semble plutôt logique, hein, puisque toutes les autres masses, on les aura mis en kilogrammes, eh bien, cette enthalpie ici massique de fusion, hein, il faudra donc la mettre en joules kilogramme moins 1. Hein. Donc là, hein, c'est indispensable ici hein, de bien faire attention aux unités hein, au niveau de l'application numérique. Hein. Bien, donc l'application numérique, hein, on n'avait pas eu le temps d'arriver jusqu'à sa valeur hein, hier. Donc si on fait l'application numérique, on trouve une température finale ici de 290 Kelvin, soit 17 degrés Celsius.
on remarque que c'est supérieur à 0 degré Celsius, la température ici de changement d'état. Et donc, on a bien ici l'état final qui va être constitué uniquement par de l'eau liquide. Donc, notre hypothèse était valable. Monsieur, Oui. on l'avait dit que c'était à pression atmosphérique pour qu'on ait du 0 degré en θ 0. Alors, ici, donc on l'a admis implicitement, simplement parce que, je vous rappelle, donc, lorsqu'on a donc, un changement d'état, ça se fait à température et pression constante. À partir du moment où on vous donne une valeur de température de changement d'état, ici, la valeur donc, de la pression correspondante va imposer une valeur spécifique ici pour l'enthalpie de changement d'état, puisqu'on avait dit que sur la courbe d'équilibre, eh bien, donc, à une température de changement d'état donnée, allait correspondre une pression donnée. Et donc là, compte tenu du fait qu'on met donc, un morceau de glace dans un verre qui contient de l'eau, on suppose qu'on est ici sous la pression atmosphérique. Ok, ok. Merci. Bien, donc voici pour donc, ce bilan énergétique. Donc, avant de passer à la deuxième question, donc, on va s'intéresser donc, au bilan anthropique associé donc, à ce système. Donc, ici, le passage de l'état initial à l'état final va être caractérisé donc, par une variation d'entropie, delta S. Et comme l'entropie, c'est une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi, mais uniquement de l'état initial et de l'état final. Donc, ces variations qui sont indépendantes du chemin suivi, c'est valable aussi bien pour l'énergie interne que l'enthalpie, donc ça c'est pour le bilan énergétique, que pour l'entropie, ça c'est pour le bilan anthropique. Et donc, pour évaluer ce delta S, il suffit d'évaluer le delta S1, delta S2 et delta S3 qui correspond ici au chemin fictif que l'on a imaginé. Et comme on a le même état initial et le même état final pour les deux chemins, on a donc le delta S qui sera égal à delta S1 plus delta S2 plus delta S3. Bien. Il suffit d'évaluer ces différents termes de variation d'entropie. Donc, si donc, on s'intéresse à la première étape, vous remarquez que ce n'est rien d'autre que le réchauffement d'une phase condensée idéale. Donc là, le terme de variation d'entropie, je ne vous avais pas rappelé l'expression de l'entropie correspondante à une phase condensée idéale. Il fallait aller la récupérer dans le cours, mais ça, je vous rappelle, c'est des données que l'on vous fournira pour évaluer le delta S1 et le delta S3. Donc, c'est rien d'autre ici que la capacité thermique de la glace, autrement dit petit m fois la capacité thermique massique de la glace, et ensuite Ln de la température finale sur la température initiale. Donc là, encore une fois, attention, les températures, elles doivent être exprimées ici en Kelvin, puisque je fais un rapport. Donc ici, je les note grand T0 et grand TI, pour ne pas oublier de passer en Kelvin. Donc on aurait très bien pu noter θ0 et θi, ce n'est pas gênant, mais il faudra bien prendre quand même malgré tout le rapport en Kelvin, puisque ça ne revient pas au même. Ensuite, on a le terme delta S2 qui va correspondre à notre changement d'état. Donc là, par contre, le terme de variation d'entropie correspondante, ça, c'est quelque chose que vous devez connaître, que l'on ne vous rappellera pas. Je vous rappelle, ce n'est rien d'autre que la variation d'enthalpie ici de notre système. Donc, petit m fois la chaleur latente de fusion divisé par la température de changement d'état, qui, elle aussi, doit être en Kelvin, puisque cette température de changement d'état, c'est 0 degré Celsius, 273 Kelvin. Et puis ensuite, le delta S3, ça correspond au réchauffement de la glace fondue,
qui est donc de l'eau liquide, autrement dit, encore une fois, une phase condensée idéale, et le refroidissement de l'eau qui était initialement présente dans le R. Hein. Donc là, on a deux termes qui ont la même forme en fait que le delta S1. Autrement dit, petit m fois CE, ln de T final sur T initial, autrement dit TF sur T0. Donc ça, c'est pour la glace fondue. Et pour l'eau liquide, M', CE, ln, donc de la température finale sur la température initiale, autrement dit TE. Ici. Bien, faites attention bien aux capacités thermiques qui sont utilisées. Donc au départ, c'est du solide que l'on a, donc c'est la capacité thermique massique de la glace qu'il faut prendre. Alors que une fois qu'on a à l'étape 3, eh bien c'est du liquide. Donc pour les deux termes qui sont ici, c'est bien la capacité thermique massique de l'eau liquide qu'il faut prendre, puisque ce terme en particulier, il est relatif à la glace fondue. Donc c'est bien du liquide que l'on a. Et donc, ce delta S, si on fait l'application numérique, 4,3 joules Kelvin moins 1. Bon, vu qu'on a négligé les échanges thermiques avec l'atmosphère, le terme d'échange sera forcément nul, puisqu'il n'y a pas de transfert thermique avec le milieu extérieur. Et donc, on a ici ce terme de variation d'entropie qui s'identifiera directement à l'entropie de création, puisque ici, notre terme d'entropie d'échange a été négligé. Bien, des questions là-dessus? Bien, alors, on va reprendre la deuxième question pour regarder ce qui se passe lorsque, l'hypothèse que l'on fait n'est pas bonne. Donc, ici, dans la deuxième question, on vous demandait de reprendre les questions précédentes, mais en introduisant ici une masse de glace plus grande dans le milieu réactionnel. Alors, ce qu'on peut faire comme hypothèse pour regarder quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe, c'est reprendre dans un premier temps la même hypothèse, à savoir à l'état final, on a uniquement du liquide. Et donc, si on a uniquement du liquide, c'est le même calcul que dans la première question. Donc, ça veut dire, donc même expression, donc pour θF. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve un θF ici, je le donne directement en degrés Celsius, je l'ai calculé, moins 18 degrés Celsius. Monsieur, je n'ai pas ça du tout et j'ai fait plusieurs fois mes applications numériques. Pour θF? Oui. Vous trouvez combien? Moi, par contre, j'ai 9,08. Tu trouves un TTF positif? Oui. Pour le deuxième cas de figure? Oui. Est-ce que tu as bien fait attention de prendre l'enthalpie de fusion de la glace ici en joules kilogramme moins 1 si tu as mis la masse en kilogrammes? Oui. Les températures en Kelvin, ici et ici? Je vais revérifier, mais oui, oui. Alors, écoutez, je vais refaire le calcul rapidement. Donc, la masse, dans le premier cas de figure, tu avais trouvé 17 degrés Celsius? Oui. OK. Alors, je vais refaire le calcul pour le deuxième cas de figure. Je me suis peut-être trompé. Donc, la masse petit m, c'était 150 grammes. Donc, 0,15 fois 180 fois le θ0, 273, plus 0,25 fois 180 fois. Donc, le θe, c'était 200. C'était
la température initiale, je ne l'ai plus sous les yeux, c'est 25 degrés Celsius. Donc, ça fait 298. Ensuite, moins la masse. Donc, on a dit que c'était 150 grammes fois 333. Moins la masse, on avait 15 fois 100 fois θ0 moins divisé par 0,4 fois 480. Ah, je retrouve bien ça, hein, je retrouve bien moins 18 degrés Celsius. Hein, donc, on refait l'application numérique. Hein, Oui, je suis en train de le faire là. Ouais, peut-être un oubli de parenthèse quelque part. Hein, donc, je viens de le refaire, a priori. Hein, sauf si j'ai fait 2 fois la même erreur. Hein, c'est possible aussi. Hein, mais bon, moins 18 degrés Celsius. Hein. Donc, on est à une température ici inférieure à 0 degrés Celsius. Hein, et donc, ça veut dire hein, que notre hypothèse, elle est fausse. Alors, Mais attention. monsieur, Hein, oui. ce que je comprends pas, c'est l'hypothèse, c'est nous-mêmes qui le faisions avant de faire le calcul ou bien c'est il nous est imposé. Alors, Je comprends pas pourquoi on fait l'hypothèse, on ne peut pas faire le calcul et voir ce qu'on a directement ou au lieu de faire une hypothèse à chaque fois. ah ben là, on n'a pas le choix, puisque vu qu'on ne sait pas l'état final que l'on obtient, on ne sait pas si on obtient que du liquide ou que de la glace ou un équilibre liquide-glace. Donc, il faut qu'on suppose un état final et après qu'on regarde si le calcul que l'on fait hein, est compatible avec l'état final qu'on a imaginé ou pas. Et donc là, en l'occurrence, hein, si on met 150 grammes de glace dans 250 millilitres d'eau ici, hein, on se rend compte qu'on ne peut pas obtenir que de l'eau liquide hein, parce que avec cette hypothèse que l'on a fait, hein, ça voudrait dire que la température finale devrait être égale à moins 18 degrés Celsius, et on se rend compte que ce n'est pas compatible avec le fait hein, qu'on a dit qu'il n'y avait que de l'eau liquide, hein, puisque la température eh bien, devrait être supérieure strictement à 0 degrés Celsius si on n'avait que du liquide. Donc là, hein, il faut vraiment hein, imaginer l'état final que l'on obtient, regarder d'un point de vue énergétique si c'est compatible ou pas le résultat. Et donc là, en l'occurrence, hein, on se rend compte que ce n'est pas bon. Et alors là, surtout, hein, l'erreur à ne pas dire, c'est de dire, bon, ben, θF égale moins 18 degrés Celsius, hein, donc on obtient en fin de compte que de la glace à moins 18 degrés Celsius. Ça, on n'a pas le droit de le dire, hein, puisque compte tenu donc, de l'état final qu'on a imaginé, eh bien, on avait dit qu'on n'avait que du liquide. Et donc, on avait imaginé un chemin pour évaluer donc, l'aspect énergétique qui menait qu'à du liquide. Et donc là, hein, comme eh bien, visiblement la température est inférieure à 0 degrés Celsius, hein, eh bien, il faut réimaginer un nouvel état final qui doit être vérifié par le bilan énergétique. Donc, à chaque fois, on fait une supposition, après on fait le calcul, on regarde si c'est possible ou pas. C'est ça. En utilisant les bonnes formules comme ici. Ok. C'est ça. Vous allez voir, là, on va être obligé de refaire une hypothèse et de refaire le calcul en entier. Monsieur? Oui. Mais c'est en soi, on peut avoir de l'eau, en théorie, enfin du liquide, pardon, en dessous de 0 degré. Alors, on a dit hein, que bon, il y a plusieurs façons hein, d'obtenir donc du liquide en dessous de 0 degré Celsius. C'est en jouant hein, sur la valeur de la pression. Hein, mais ici, hein, je vous rappelle, hein, on a dit qu'on était sous pression atmosphérique constante. Hein, donc, si eh bien, donc, on se place dans ce cas de figure-là, la température d'équilibre, hein, c'est 0 degré Celsius. Après, hein, on peut avoir hein, le cas particulier de la surfusion. Ok. On peut avoir le cas particulier de la surfusion, hein, mais vu que c'est un état qui est instable, hein, la surfusion, lorsqu'elle cesse, elle mène eh bien, à l'état final d'équilibre attendu. Hein. Donc, d'un point de vue pratique, non, on ne peut pas obtenir de l'eau liquide en dessous de 0 degré Celsius hein, de manière stable sous pression atmosphérique. Ok. Bien, donc là, on est obligé de faire une nouvelle hypothèse. Alors là, on a une chance sur deux, hein. Donc on pourrait faire l'hypothèse qu'on n'a que du solide. Hein. Bon, il faut imaginer un chemin, faire le calcul. Hein.
quand on fait le calcul, on se rend compte que, encore une fois, ça ne marche pas, simplement parce que si on n'obtenait que de la glace, la température, elle doit être inférieure à 0 degré Celsius. Et quand on fait le calcul, on trouve une température finale qui est justement supérieure à 0 degré Celsius. Donc, l'hypothèse, à savoir que l'on n'a que du solide, elle n'est pas bonne non plus. En plus, c'est quasiment le même calcul que celui qu'on a fait. Donc, on va faire directement la bonne hypothèse pour voir, eh bien, donc, pour le dernier cas de figure, à savoir qu'on a un équilibre liquide-glace, eh bien, comment ça fonctionne. Donc, hypothèse, on a un équilibre ici, le liquide solide. Monsieur, Oui. pourquoi vous avez dit qu'on n'aurait pas pu avoir que du solide? Simplement parce que si vous faites cette hypothèse, que vous faites le calcul, on trouve une température finale qui est positive et qui n'est pas cohérente avec le fait qu'on n'a que de la glace. Ouais, mais ouais, du coup, il faut avoir fait le calcul avant. Alors, oui, effectivement. Après, vu que c'est quasiment le même calcul, je préfère choisir la bonne hypothèse de manière à vous montrer que si on fait cette hypothèse de l'équilibre liquide-glace, là, par contre, ce n'est pas tout à fait la même manière de raisonner, puisque si on a l'équilibre liquide-glace, on sait que la température finale, ici, c'est forcément θ0, la température de changement d'état, puisque c'est la seule température sous pression atmosphérique pour laquelle on peut avoir un équilibre entre le liquide, ici, et la glace. Bien. Donc là, si j'imagine mon état initial et mon état final, donc mon état initial, ça va être le même que précédemment, à savoir, on a de la glace, une masse petit m à la température θi. On a ici de l'eau, donc masse m', ici température θe. Et ensuite, je vais avoir un état final. Et donc, dans l'hypothèse que je fais, je fais l'hypothèse qu'on a un équilibre liquide-glace. Donc, il va me rester de la glace et également de l'eau. Donc, on va considérer qu'on a une masse M1 de glace, une masse M2 d'eau. Et par contre, vu qu'on fait l'hypothèse qu'on a un équilibre entre le liquide et la glace, la température, elle est forcément égale à θ0 ici. Et donc là, l'idée, ça va être de déterminer donc, les masses M1 et M2. Donc, ce qu'il ne faut pas trouver pour les masses M1 et ou M2, c'est une masse qui est nulle, voire négative, parce que si on a M1 ou M2 qui est nulle, voire négative, ça veut dire qu'il n'y a plus de glace ou d'eau dans le milieu, et donc l'hypothèse deviendrait fausse. Et donc, ce que l'on doit déterminer ici, ce sont les termes de masse qui sont ici. Monsieur? Bien. Donc là, si on applique le premier principe, toujours en termes enthalpiques, on a toujours delta H égale 0. Donc ça ne change pas, bien évidemment. La seule chose, c'est que maintenant, il va falloir donc imaginer un chemin qui permette de passer donc, de l'état initial à ce nouvel état final. Donc, encore une fois, le chemin que l'on imagine est totalement fictif. Donc ça, ce n'est pas gênant, puisque la seule chose qui importe pour nous, c'est d'avoir le même état initial et le même état final. Après, le chemin importe peu, puisque seule la variation d'enthalpie nous importe. Et à partir du moment où on a l'état initial et le même état final, on a la même variation d'enthalpie. Bien, donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est par exemple d'amener la glace à la température de changement d'état, θ0, et de faire la même chose pour l'eau, alors en une ou deux étapes, j'ai envie de dire, peu importe. On a cet état intermédiaire que j'appelle E1, avec ici une variation d'enthalpie delta H1. Et une fois que j'ai amené la glace et l'eau à la bonne température,
eh bien, on va avoir un changement d'état partiel caractérisé par la variation d'enthalpie delta H2 ici. Bien, il me reste simplement à évaluer en fait ces termes énergétiques. Si je m'intéresse à delta H1 ici, bon, ben, delta H1, on remarque que ça correspond eh bien, au réchauffement de la glace, phase condensée idéale, de la température θi à la température θ0, et au refroidissement de l'eau liquide, phase condensée idéale, de la température θe à la température θ0. Donc le delta H1, lui, il est assez simple à exprimer. Le delta H1, ça va être donc un terme relatif à la glace. Donc là, il faut juste faire attention de prendre la bonne capacité thermique. Donc la masse de la glace fois la capacité thermique massique de la glace. Donc θ0 moins θi. Et ensuite, on a… Oui. J'ai juste pas bien compris comment on choisissait θ0 en température finale. Qu'est-ce qui nous permettait de déterminer ça? Alors, θ0, donc c'est la température ici de changement d'état de la glace. Donc, dans les données, si je reprends la diapo précédente, on vous donnait l'enthalpie massique de fusion de l'eau à 0 degré Celsius, simplement parce qu'à pression atmosphérique, la glace subit une fusion pour cette température de changement d'état de 0 degré Celsius. C'est parce qu'on est sous pression atmosphérique. Donc, la température finale θ0, c'est les données qui nous la donnent en fin de compte. On se rend compte qu'est-ce qui nous dit pas qu'après que la glace elle est fondue, on n'ait pas un nouvel équilibre qui se forme à une autre température? Alors, disons, c'est un peu la même réponse qu'à la question de tout à l'heure. À partir du moment où on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère, alors je suis bien d'accord, c'est une hypothèse qui est discutable. Mais je vous rappelle, ça je l'ai dit déjà à de multiples reprises, lorsqu'on a donc, une phase condensée qui est en contact avec un gaz, les échanges thermiques entre la phase condensée et le gaz sont beaucoup plus lents qu'entre deux phases condensées. Et donc, c'est pour ça qu'on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère qui est un gaz. Donc là, lorsque on néglige ces échanges thermiques, il n'y a pas 10 000 possibilités. Soit on n'obtient que du liquide, c'était la première hypothèse qui ne marchait pas, soit on obtient un équilibre entre le liquide et la glace, et à ce moment-là, la température elle est forcément égale à 0 degré Celsius, soit on n'obtient que de la glace, et à ce moment-là, on a une température finale qui est négative, et je vous ai dit, on pourrait faire le calcul, vous pourrez vous amuser à le faire, vous verrez que cette hypothèse-là ne marche pas non plus. Et donc là, l'hypothèse que l'on fait, c'est celle-ci, où la température finale, c'est 0 degré Celsius. Après, je vous dis, bien évidemment, si on attend suffisamment longtemps, effectivement, il y a sans doute des échanges qui vont se faire avec l'atmosphère environnante, et donc cet état final-là que l'on détermine sera sans doute amené à évoluer. Mais à partir du moment où on néglige ces échanges thermiques avec l'atmosphère, forcément, l'état final, une fois qu'il est obtenu, il est obtenu. Il n'y a plus rien qui se passe. C'est parce qu'on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère. Monsieur, moi j'ai fait le calcul aussi avec la glace, donc effectivement ça donne un truc qui est cohérent, mais c'est quand même un peu gros, je trouve, de considérer que les échanges thermiques avec l'atmosphère sont nuls. C'est même complètement irréaliste. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour considérer ces échanges thermiques? Alors, si on voulait donc un calcul un petit peu plus réaliste en tenant compte des échanges thermiques avec l'atmosphère, il faudrait tenir compte du fait qu'on a en plus une transformation monobar avec l'atmosphère. Donc, on pourra raisonnablement dire que la température de l'atmosphère ne varie pas. Donc, ça, encore une fois, c'est qu'un modèle de transformation, mais bon, on voit bien que si on met un verre d'eau avec un glaçon et puis une masse d'eau dedans, ça ne va pas faire changer fondamentalement la température de l'air de la pièce. Et donc, on aurait cette transformation monobar et en plus qui serait donc monotherme. Donc, il faudrait regarder au niveau du bilan ce que ça rajoute.
Donc, on aurait donc, la température finale donc, du système qui serait égale à la température de l'atmosphère. Donc, si on imagine hein, qu'on a une température finale, je ne sais pas, hein, de 20 degrés Celsius, par exemple, dans la pièce, eh bien, donc, l'état final, si je reviens sur la page précédente, ça serait forcément un état final où on n'aurait que du liquide à une température imposée ici par la température de l'atmosphère, à savoir 20 degrés Celsius. Donc, si on tenait compte hein, eh bien, donc, des échanges thermiques avec l'atmosphère, l'état final hein, il serait exactement donc, du même type que précédemment, avec eh bien, donc, une donnée supplémentaire imposée, à savoir θF égale température de l'atmosphère. Et à ce moment-là, ben, on retomberait en fait sur un bilan énergétique classique, puisqu'on connaîtrait donc l'état final. Et pour évaluer donc, ben, le bilan correspondant, ben, il faudrait à ce moment-là, hein, pareil, imaginer un chemin fictif, ça, ce n'est pas très gênant, hein, puisqu'on a le même état initial et le même état final, dans lequel on pourrait eh bien, donc, évaluer donc, les différents termes énergétiques, hein, simplement parce que ben, si on néglige plus les échanges thermiques avec l'atmosphère, eh bien, vous remarquez qu'on n'aurait plus le delta H égale 0, mais on aurait un delta H égale Q. Et donc, le bilan énergétique hein, bah, permettrait en particulier de déterminer hein, ce terme de transfert thermique Q avec l'atmosphère. Ok, d'accord. Ok, mais disons, hein, on n'est plus sur le même exercice. Alors, c'est possible aussi, hein, mais je vous redis, hein, alors c'est vrai que ça peut sembler abusé hein, de faire cette hypothèse de négliger les échanges thermiques avec l'atmosphère, mais c'est simplement des histoires de constante de temps, en fait. Hein. C'est que vu que ces échanges avec l'atmosphère, ils sont relativement lents, hein, eh bien, il faudrait attendre encore un moment ici hein, pour aboutir hein, jusqu'à la température finale de l'atmosphère. Et donc, ici, à partir du moment hein, où on aurait cet état final intermédiaire où bah, une température, une pression, un volume sont définis, hein, bah, on fait une mesure hein, et puis c'est ça qui nous intéresse. Et donc après, par contre, hein, si on continue à laisser évoluer l'expérience, oui, hein, on aurait ces échanges thermiques hein, qui se produisent. Donc là, on pourrait très bien l'imaginer, hein, mais on n'est plus tout à fait sur le même exercice. Hein. Bien. Alors, je reviens ici à ma version donc, simpliste de l'exercice, où on néglige les échanges thermiques avec l'atmosphère. Donc, on a dit hein, que, eh bien, on allait d'abord avoir ici la glace et l'eau qui allaient être amenées à la température de changement d'état. Et puis ensuite, hein, on a ce delta H2 qui va correspondre eh bien, donc, à une fusion donc, partielle ici donc, de la glace ou à une solidification partielle en fait, de l'eau. Tout dépend en fait des valeurs finales que l'on obtient hein, pour M1 et M2, hein, mais en soi, hein, que l'on considère que l'on a une fusion partielle ici de la glace ou une solidification partielle de l'eau, hein, bah, ça revient au même, hein, puisque la conservation de la masse impose que M1 plus M2, c'est égal à M plus M'. Hein. Et donc là, la manière dont j'exprime le H2, hein, à savoir solidification partielle de l'eau ou fusion partielle de la glace, au final, ça donne le même résultat. Hein. Donc, notre delta H2 ici, hein, eh bien, donc, je peux l'écrire hein, comme M ici moins M1 fois delta H, ici fusion. Hein. Donc, j'ai considéré ici qu'une partie ici de ma glace hein, allait fondre pour arriver hein, eh bien, jusqu'à une masse finale M1. Hein. Mais je redis, hein, vu qu'on a ici hein, M plus M' qui est égal à M1 plus M2, eh bien, on a M moins M1 qui est égal ici à M2 moins M'. Et donc, le terme qui est ici, hein, j'aurais pu dire également hein, que c'est moins delta H fusion, de manière à avoir ici hein, le delta H solidification. Et je multiplie ça simplement par la quantité ici à M' moins M2.
qui correspond bien, à la masse d'eau en fait, qui s'est solidifiée. Donc, ce terme-là, que je le vois en termes de fusion d'une partie de la glace ou d'une solidification d'une partie de l'eau, d'un point de vue énergétique, ça revient au même. Puis, gardez surtout à l'esprit que dans tous ces termes énergétiques que l'on évalue, bien, donc, ici, c'est un chemin fictif que j'imagine pour amener jusqu'à l'état final. On est bien d'accord que dans la réalité, dans cet état final-là, il y aura sans doute une partie de la glace qui aura fondu et une partie de l'eau qui se sera solidifiée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement le bilan global dans lequel on aura au final une partie M1 de glace et une partie M2 d'eau. Et donc, j'imagine ce chemin fictif ici avec uniquement de la fusion de la glace ou avec uniquement de la solidification de l'eau, on s'en fiche. Au global, eh bien, on aura le même état final. Donc, c'est ça qui est important de bien avoir en tête, c'est que la partie basse ici, c'est un chemin fictif qui nous permet simplement de calculer les termes énergétiques. Dans la réalité, ça ne se passe sans doute et vraisemblablement pas du tout de la manière que j'ai dessinée ici. Mais ce n'est pas grave, puisqu'on travaille avec cette fonction enthalpie qui est une fonction d'état dont la variation ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Donc, monsieur, oui. La transformation de la solidification de l'eau, cet échange d'énergie, ça n'influe à rien du tout, le fait d'augmenter. Le terme qui est ici, là? Oui. Parce que moi, ce que j'avais fait, j'avais augmenté les deux s'annulent. Alors, non, justement, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ici, à l'état initial, on a une masse petit m de glace, une masse m' d'eau, et dans l'état final, on a une masse M1 de glace et une masse M2 d'eau. Et donc, soit pour obtenir cet état final-là, eh bien, on peut imaginer que l'on a une masse M moins M1 de glace qui va avoir fondu. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura bien M2 d'eau, d'après ici la conservation de la masse. Ou alors, on peut imaginer qu'on a une masse M' moins M2 d'eau qui va fondre. Et à ce moment-là, encore une fois, la conservation de la masse, ça nous donne la bonne masse de glace. Ou alors, si on est vraiment tordu, on pourrait imaginer qu'il y a une partie de glace et une partie d'eau qui vont respectivement donc fondre et se solidifier pour aboutir à ces masses-là. Mais j'ai envie de dire, ça n'apporte rien d'un point de vue énergétique. Donc là, le tout, c'est d'évaluer un terme énergétique qui correspond au fait qu'on a M de glace, M' d'eau à l'état initial et M1 de glace et M2 d'eau à l'état final. Et c'est bien le cas ici, puisque si j'ai M moins M1 kg de glace qui ont fondu, j'aurai bien au final une masse M2 d'eau. Et donc là, en évaluant le terme énergétique sous cette forme-là, en quelque sorte, je ne m'intéresse pas à l'eau liquide, mais uniquement à la glace. Mais ce n'est pas gênant, puisque le chemin importe peu. Ok, merci. Bien. Donc, je traduis le fait que delta H égale delta H1 plus delta H2. On a donc ici une équation à une inconnue, la masse de la glace. On trouve donc une masse M1 ici, qui est égale à petit m fois la capacité thermique de la glace, donc θ0 moins θi, plus m' fois la capacité thermique massique de l'eau, θ0 moins θe, donc plus petit m fois l'enthalpie massique de fusion de la glace, sur l'enthalpie massique de fusion de la glace. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve M1 égale 90 grammes. Et donc, par voie de conséquence, M2, qui est égal donc à M plus M' moins M1, qui est égal à 310 grammes. Donc, ici, je vous rappelle que ça,
C'est la masse de C'est pas glace. N'(CE) fois θ0 moins θE Alors, hop, une seconde, dans l'expression. je finis juste de noter, après je vérifie. Et ici, donc, c'est de l'eau. Hein. Alors, dans l'expression, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, M, c'est glace θ0 moins θi, donc ça c'est bon. M', c'est E θ0 moins, oui, c'est en E ici, hein, c'est la température initiale de la glace. Hop. Donc là, c'est un θE, effectivement. Plus M delta H fusion. Et donc, on remarque qu'à l'état final, hein, on a ici eh bien, 90 grammes de glace et 310 grammes d'eau. Hein, et donc, notre hypothèse est vérifiée. Hein, autrement dit, hein, on a bien un équilibre entre eh bien, la glace et le solide, hein, donc dans cet état particulier. Monsieur, qu'est-ce qui justifie que du coup l'hypothèse est vérifiée? Là, je ne comprends pas. Alors, parce que si, donc on revient ici à l'état final que l'on a obtenu, vu qu'on a fait l'hypothèse d'un état final d'un équilibre entre la glace et l'eau, on connaissait dès le départ la température finale, θ0. Donc là, on n'a fait aucune hypothèse dans le calcul sur cette valeur de température finale, parce que si on a un équilibre liquide-glace, la température, elle vaut forcément θ0. Par contre, si on a un équilibre entre donc, de la glace et du liquide, ça veut dire qu'il faut qu'on ait simultanément donc, de la glace et du solide. Autrement dit, que l'on ait M1 et M2 qui soient tous les deux positifs. Essayez de faire le même calcul, mais pour la question petit 1, vous vous rendrez compte que l'une des deux masses, alors je ne me rappelle plus laquelle parce que je n'ai pas refait de l'application numérique, que l'une des deux masses que l'on trouve est négative. Et cela, ce n'est pas possible puisque on ne peut pas avoir une masse qui est négative si on a un équilibre liquide-glace. Et donc là, remarquez bien que conceptuellement, ce n'est pas tout à fait le même calcul que l'on fait en comparaison de la première hypothèse. Donc, quand on fait l'hypothèse que l'on n'a que du liquide ou que de la glace, eh bien, l'hypothèse porte sur la température et il faut vérifier, donc si on a par exemple que du liquide, que la température elle est positive uniquement, alors que si on a un équilibre liquide-glace, vu que la température elle est fixée et égale à la température de changement d'état, eh bien, il faut vérifier que l'on a bien les deux phases qui sont présentes par l'intermédiaire des masses. Et je vous redis, essayez de faire la même hypothèse, vu qu'on connaît le résultat là, pour la question petit 1, eh bien, quand vous faites le calcul, vous vous rendrez compte que l'une des deux masses est négative, ce qui permet de dire que l'hypothèse est fausse, parce qu'une masse négative, ça voudrait dire que la phase n'est pas présente et donc qu'on n'a pas le bon état final. D'accord. Donc en gros, le seul truc qu'il suffit de vérifier là, c'est que la masse est bien strictement positive, quoi. Ça suffit de nous dire que notre hypothèse, elle est validée. C'est ça. Donc, c'est ce que j'avais noté ici. On doit calculer M1 et M2. Et donc, ici, hypothèse vérifiée. Ah oui, d'accord. Donc, car l'eau et la glace sont présentes. Ok, merci. Pourquoi ce serait impossible d'avoir deux résultats cohérents sur deux hypothèses différentes? Enfin, pas cohérents dans le sens où il y aura un qui serait faux, mais il y en aura un qui serait du bon signe, et du coup, on serait un peu dans la mouise. Alors, ça, ce n'est pas possible. Je veux dire, la conservation donc, de l'énergie, le premier principe, ne peut mener qu'à un seul état final. Donc, vous pouvez essayer de tester, si vous ne croyez pas, les trois hypothèses pour les deux configurations là, que l'on a fait. Vous verrez qu'il y en aura toujours deux qui sont fausses. On ne peut pas en avoir deux de justes. Ça serait contraire au bilan énergétique. Mais à chaque fois, c'est évident que c'est faux parce qu'on a un signe incohérent. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'en général, c'est vrai qu'on va avoir le signe opposé pour une hypothèse fausse? Disons, c'est lié au bilan énergétique. Donc, quand vous allez, donc, alors c'est un chemin fictif, encore une fois, donc il faut faire attention, mais parce que dans la réalité, ça ne va pas se passer comme ça, on a dit. Mais quand il y a de l'énergie qui va être apportée au système en réchauffant la glace, par exemple, cette énergie va servir à refroidir
le liquide et puis l'énergie restante à réaliser donc, le changement d'état. À partir du moment où le système est isolé, je veux dire, on a forcément un seul état final possible. Donc, on ne peut pas… je ne vois pas ce que je peux répondre de plus à cette question, quoi. Disons, on obtient soit que du liquide, soit que de la glace, soit un équilibre Ouais, je vois. entre Non, les mais deux, mais on ne peut pas dire qu'on obtient à la fois que de la glace ou que du liquide. Je ne vois pas conceptuellement non, comment c'est possible, ça. c'est pas ça qui me chafouine. Ce qui me chafouine, c'est que les résultats, ils sont toujours évidemment faux, en fait. Et je vois pas pourquoi ça marche aussi bien. Euh, Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un résultat qui est subtilement faux? C'est-à-dire une température qui serait pas la bonne, mais qui serait positive quand même. Bah, là, j'avoue, je ne sais pas quoi répondre à cette question-là, parce que les lois de la physique sont bien faites, peut-être. Ok, merci les lois de la physique. À part ça, je ne vois pas ce que je peux dire de plus, quoi. Ok. Pour finir, il reste donc le bilan anthropique. Alors, oui, c'était plutôt cette diapo-là qu'il me fallait. Donc, pour le bilan anthropique, bon, j'ai envie de dire, on a fait le plus dur avec le bilan énergétique. Donc, le bilan anthropique, on va associer donc, un delta S ici à la transformation qui mène de l'état initial à l'état final. Ici, on a un delta S1, un delta S2. Et donc, encore une fois, compte tenu du fait que eh bien, donc, la variation ici d'entropie est indépendante du chemin suivi, cette variation d'entropie peut être évaluée en passant par le chemin fictif que l'on a imaginé. Ça, c'est assez facile à faire, puisque là, on voit simplement sur la première étape des phases condensées idéales qui voient leur température varier entre l'état initial et l'état final. Et puis, donc, ici, on a un changement d'état qui va mener donc à l'état final. Donc, si on fait notre bilan anthropique, on a donc notre delta S qui est égal à delta S1 plus delta S2. Donc, le delta S1, ça va correspondre à deux termes. Un terme qui va correspondre bien, au fait que la glace va être réchauffée jusqu'à la température de changement d'état. Donc, petit m fois C de la glace Ln, donc attention, le rapport de température doit être exprimé en Kelvin. Et puis ensuite, l'eau liquide, elle, va être refroidie jusqu'à la température θ0, depuis la température θe. Donc encore une fois, rapport de deux températures en Kelvin. Attention de bien prendre les bonnes capacités thermiques. Donc ici, c'est la capacité thermique du liquide, ici la capacité thermique de la glace. Le delta S2 correspond donc à la variation d'entropie relative au changement d'état. Et donc là, attention, donc lorsque on s'intéresse ici à ce terme-là, c'est un changement d'état. Donc c'est delta H2 sur la température ici de changement d'état. Et remarquez bien que l'on ne va pas réaliser la fusion de la masse M de glace, mais simplement de la masse M moins M1. Donc ici, au niveau de cette variation d'enthalpie, ce qu'on avait fait dans le bilan énergétique, c'est delta H fusion fois cette masse M-M1 divisé par T0. Et donc, ça permet d'avoir accès à notre delta S qui est égal à 4,3 joules Kelvin-1. Donc, encore une fois, compte tenu du fait qu'on a négligé les échanges thermiques avec l'atmosphère ici, il n'y a pas de terme d'échange entre notre système et le milieu extérieur. Donc, ce terme qu'on a évalué ici s'identifie à la création d'entropie. Bien. Des questions là-dessus? Donc, cet exercice, vous le reprendrez bien à tête reposée. Donc, c'est vraiment super classique, cet exercice-là. Il faut vraiment savoir le refaire. Et puis, je vous dis, si vous n'êtes pas convaincu par ces histoires d'hypothèses,
tester vraiment les 3 hypothèses dans les 2 cas de figure. Hein. Vous vous rendrez bien compte à chaque fois qu'il y en a 2 qui sont fausses et qu'il n'y en a qu'une qui marche. Hein. Donc, c'est vraiment lié à la conservation de l'énergie. Bien. Alors, on va poursuivre et corriger donc, les 3 petits exercices ici sur les changements d'état que je vous avais demandé de corriger. Du moins, on va commencer. Je ne sais pas si on aura le temps de tout corriger. Alors, le premier exercice, donc là, c'était une application vraiment directe du cours. Hein. On va s'intéresser donc au théorème des moments. Donc, on vous a indiqué qu'on s'intéressait donc à une masse d'1 gramme d'eau, donc qui était donnée dans l'état A, à savoir un volume de 0,1 m3, une température de 27 degrés Celsius. Et on vous indiquait qu'on amenait en fait de manière isotherme, eh bien, donc, dans l'état B, donc 0,010 m3, cette masse ici, d'1 gramme d'eau, on vous donnait la pression de vapeur saturante correspondante à 27 degrés Celsius. Donc, tout se passe ici à température constante. Et on vous demande de déterminer donc l'état d'équilibre A et l'état d'équilibre B. Bien. Donc là, l'idée, ça va être déjà de dessiner bien, dans le diagramme de Clapeyron l'isotherme qui nous intéresse. Donc, je vous rappelle que quand on fait ce diagramme de Clapeyron, c'est le volume massique que l'on utilise en abscisse. Donc, l'isotherme comporte 3 parties, avec ici le domaine d'équilibre du liquide. On a une droite quasi verticale ici, dès lors qu'on s'intéresse à des phases condensigales qui sont incompressibles, indilatables. On a donc une branche d'hyperbole si on s'intéresse pour le gaz ici au modèle du gaz parfait. Donc ça, on avait appelé ce gaz la vapeur sèche lorsque le gaz est seul dans sa phase. Et puis, compte tenu du fait que la pression d'équilibre ici, c'est 3700 pascal, c'est la pression relative au changement d'état ici. Bon, on conçoit bien que assimiler la vapeur sèche à un gaz parfait, c'est plutôt une hypothèse raisonnable, puisqu'on avait dit que pour des faibles pressions, on avait mis la limite à peu près à 1 bar, on pouvait assimiler des gaz à des gaz parfaits. Et puis ensuite, sur le palier de changement d'état, on a l'équilibre entre le liquide et le gaz. Et le gaz, je vous rappelle, on avait appelé ça la vapeur saturante. Pour traduire le fait que du gaz est en équilibre avec le liquide. Bien, je réintroduis les mêmes notations que dans le cours. Au niveau du palier de changement d'état, au niveau de l'extrémité qui est ici, à une bulle de vapeur près, je vais avoir que du liquide. Et au contraire, de l'autre côté, je vais avoir à une goutte de liquide près que de la vapeur. Et donc ici, on peut introduire des volumes massiques relatifs ici au liquide et à de la vapeur. Bien, donc ce que l'on peut faire ici, c'est déterminer ici ces 2 volumes massiques. On va commencer par exemple par le volume qui est ici. Donc, lorsque je me trouve à ce niveau-là, on va avoir que de la vapeur. Donc, on va utiliser ici PV égale nRT. La pression, ça sera la pression de vapeur saturante. On a ici P étoile ici fois le volume grand V indice petit v, qui est égal ici à nRT.
Et donc, ici, le volume grand V indice B, c'est égal à nRT sur P étoile. Autrement dit, la masse sur la masse molaire fois RT sur P étoile. Alors, je peux exprimer le volume grand V indice V ou petit v indice V, ce qui revient à peu près au même, puisque ici, le volume V indice petit v, c'est rien d'autre que grand V sur petit m. Donc ici, si on fait les applications numériques, on est donc à une température de 27 degrés Celsius. On avait donc une masse de 1 g d'eau. La masse molaire de l'eau, je vous rappelle, c'est 18 grammes par mol. On trouve pour le volume, eh bien, donc ici, 37,5 mètres cubes. Et donc, V indice petit v, c'est égal oui, c'était ça, oui. Donc 3,75 fois 10 exposant 4 mètres cubes par kilogramme. Si on fait la même chose, mais au niveau du point L, eh bien, cette fois-ci, au niveau du point L, on n'a donc que du liquide. Donc, à partir du moment où on n'a que du liquide, eh bien, c'est assez immédiat. Donc, je vous rappelle, on a V indice L, ça, c'est le volume massique. C'est l'inverse ici de la masse volumique. Donc, la masse volumique, je vous rappelle, c'est 1000 kg par mètre cube pour l'eau liquide. Donc, vous n'était pas rappelé ici, mais ça, c'est une valeur commune. Donc, 1000 kg par mètre cube. Et donc, vous remarquez que le volume massique, ça sera donc 0,001 mètre cube par kilogramme. Bien. Donc là, vous avez donc les deux extrémités du palier de changement d'état. Et donc, une fois qu'on a ça, j'ai envie de dire, l'exercice, il est fini. Donc, si on revient à la question à proprement parler, on vous demandait donc l'état physique en A et en B. Donc, il suffit, donc, hop, je le fais ici en haut, de manière à garder toutes les données. Donc, de déterminer ici les volumes massiques VA et VB. Donc, ici, vous remarquez que VA, eh bien, c'est rien d'autre que le volume VA sur la masse petit m. Donc, ici, on trouve 100 mètres cubes par kilogramme. Et pour le volume VB, c'est VB sur la masse petit m. Donc, cette fois-ci, on a 10 mètres cubes par kilogramme. Et donc, après, il suffit de comparer donc, avec les données là, que l'on vous propose. Donc, ici, on a dit donc, 10-3 mètres cubes par kilogramme. Et ici, on a 37 000. Donc, on a le point A et le point B qui se trouvent tous les deux au milieu ici. Hop, si je les rajoute, on a donc le point B qui est ici et le point A
qui est ici également, hein. Donc, vous remarquez que eh bien, dans les deux cas de figure, hein, on se trouve sur le palier de changement d'état. Donc, on va avoir un équilibre entre le liquide eh bien, et la vapeur, pardon, excusez-moi. Et donc, ce qu'on peut déterminer, hein, eh bien, c'est le pourcentage donc, de liquide et de gaz dans chacun des deux cas de figure, hein. Donc, pour le coup, je change de diapo. Donc, ici, hein, le pourcentage de liquide, hein, il nous est donné par le théorème des moments. Hein, je vous rappelle, c'est rien d'autre que EV sur LV. Hein. Autrement dit, on a XLA qui sera égal donc, à AV sur LV. Et de même, hein, on a XLB qui sera égal à BV sur LV. Donc, ces expressions-là, bien évidemment, hein, elles peuvent être traduites en termes de volume massique, petit v indice V moins petit v indice A sur petit v indice V moins petit v indice L. Et pareil pour le deuxième cas de figure. Hein. Et donc, si on fait donc l'application numérique, on trouve donc pour eh bien, donc, le premier cas de figure, ici, 99,7% de liquide et donc 0,3% de vapeur. Et pour le deuxième cas de figure, hein, ça va être encore plus flagrant. Hein. On trouve ici, hein, donc 99, alors on est même au-delà hein, de alors, hop, on va prendre juste un chiffre significatif de plus parce que sinon, je ne vais pas pouvoir distinguer les cas de figure. Hein. Donc, vous remarquez que dans le deuxième cas de figure, hein, on a quasi exclusivement hein, du liquide puisqu'on n'a que 0,03% de vapeur. Hein. Et donc là, hop, je modifie un petit peu la valeur numérique, donc 0,27% de vapeur. Bien, donc ici, hein, vous avez donc, dans ce premier cas de figure hein, une application, j'ai envie de dire, classique du théorème des moments. Hein. Il suffit donc, de déterminer les volumes massiques ici qui correspondent au palier donc, de changement d'état en considérant donc d'une part le fait qu'on a un gaz parfait, c'est sur la partie extrême droite ici du palier de changement d'état, et puis ensuite sur la partie tout à fait à gauche, on se sert donc de la masse volumique hein, pour avoir accès hein, eh bien, donc, à ce volume massique ici. Hein. Bien, il y a des questions là-dessus? Ok. Alors, il restait un dernier petit point donc, à traiter dans le cours hein, que l'on n'avait pas encore fait. Si vous regardez toujours pareil, il y a le petit tableau de début de chapitre. C'est tout ce qui est donc, la problématique eh bien, donc, de stockage en fait, des fluides. Et donc, pour cela, hein, pour illustrer cette problématique-là, on va utiliser hein, l'exercice numéro 2.
Donc, on va s'intéresser à au stockage d'eau chaude dans un ballon d'eau chaude. Donc, c'est, vous savez, les gros cylindres qui permettent d'obtenir eh bien, justement de l'eau dans les maisons. Bien. Donc, si vous regardez un petit peu eh bien, donc, ce diagramme de Clapeyron, ce diagramme de Clapeyron, quand on veut donc l'avoir de manière, j'ai envie de dire, assez complète avec tout un tas d'isothermes de manière à avoir vraiment le réseau d'isothermes d'Andrews sur des fluides réels, l'eau en particulier, remarquez bien qu'on est obligé de passer sur un diagramme qui est logarithmique, aussi bien en abscisse qu'en ordonnée, de manière à avoir vraiment une grande gamme d'échelles pour pouvoir représenter nos isothermes. Sinon, on est un petit peu limité et le diagramme apparaît totalement déformé lorsqu'on le trace. Et donc, ici, vous remarquez qu'on a bien le volume massique au niveau de l'abscisse. Donc, c'est un diagramme que j'ai récupéré sur un site anglophone. Donc, il y a ici le terme volume spécifique, mais si vous regardez l'unité, mètre cube, kilogramme, alors divisé par des kilogrammes, c'est bien le volume massique au niveau de l'abscisse. Et vous avez donc la pression, alors attention, elle est donnée en mégapascal, 10 puissance 6 pascal au niveau de l'ordonnée. Donc, ça veut dire que si vous êtes ici, par exemple, à 1, vous êtes à 10 puissance 6 1 mégapascal, pardon, donc 10 puissance 6 pascal, vous êtes à 10 bar déjà à ce niveau-là. Bien, et donc là, on retrouve l'allure globale du réseau d'isothermes d'Andrews que l'on avait donc illustré avec ici en noir la courbe de saturation qui apparaît avec sur la partie gauche la courbe d'ébullition, l'ensemble des points qui correspondent à la partie gauche du palier de changement d'état, autrement dit les points où apparaissent la première bulle de vapeur quand on se déplace vers la gauche, et puis quelque chose d'analogue avec la courbe de Rosé, où on a disparition de la dernière goutte de liquide quand on se déplace vers la gauche. Donc ici, vous avez votre isotherme critique. Donc vous remarquez qu'on retrouve la valeur de 374 degrés Celsius qui est relative à l'eau, qu'on avait cité dans le diagramme pression-température. Et puis il y a également deux isothermes supplémentaires qui correspondent à du fluide supercritique. Bien. Alors on vous dit qu'on a un ballon d'eau chaude qui est initialement vide. Donc là, attention, au niveau de ce ballon d'eau chaude, on considère qu'il n'y a que de l'eau à l'intérieur, soit de l'eau liquide, soit de la vapeur d'eau, soit un équilibre entre le liquide et de la vapeur, mais on considère qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur du ballon. Et donc, on va introduire une masse petit m d'eau à l'intérieur de ce ballon. Les ballons d'eau chaude, la plupart du temps, ils sont réglés au voisinage d'une température de 60 degrés Celsius, de manière justement à obtenir de l'eau chaude. Bien, on vous dit dans la question petit 1 qu'on va introduire une masse M1 égale à 100 kg d'eau, et donc on vous demande de déterminer en fait l'état physique du système correspondant. Donc là, sur cette première question, j'ai envie de dire, il n'y a rien de particulier, dans le sens où il suffit de faire l'application numérique et de conclure. Donc, dans la question petit 1 ici, il suffit de calculer le volume massique V1 qui va être égal au volume V0, donc volume disponible sur la masse ici V1, pardon, sur la masse M1 d'eau introduite. Et donc, vous remarquez que le volume, c'est rien d'autre que 2 litres kilogramme moins 1, soit 0,002 mètres cubes par kilogramme. Bien. On est sur l'isotherme 60 degrés Celsius, donc c'est la courbe bleue qui est tracée ici tout en bas. Donc il faut aller récupérer le point au bon endroit. Donc attention, on est à 2,10-3 mètres cubes par kilogramme, sachant qu'on a une échelle qui est logarithmique. Donc remarquez bien qu'ici, on a 10-3
Donc, vous aurez 10 moins 2 à ce niveau-là. Donc, le point qui m'intéresse, donc c'est le point qui est ici. Donc, ça, c'est l'état 1. Et donc, vous remarquez qu'on est donc sur le palier de changement d'état. Et donc, on a un équilibre ici, liquide solide. Pardon, je commence fatigué. Un équilibre liquide-vapeur. On peut regarder eh bien, donc, la composition associée donc, à cet état d'équilibre. Pour cela, il faut regarder un petit peu au niveau donc, de cet isotherme 60 degrés, eh bien, ce que valent les volumes massiques associés donc, aux deux extrémités du palier de changement d'état. Donc, j'introduis pareil mes points V et L comme précédemment. Donc, vous remarquez que le volume massique ici du liquide, eh bien, ça sera rien d'autre que 10-3 mètres cubes par kilogramme. Et pour la vapeur, il faut aller regarder de l'autre côté. Donc, attention. Donc là, si on regarde, ici, on a 1 mètre cube par kilogramme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, à cet isotherme de 60 degrés, le volume massique vaut 8 mètres cubes kilogramme moins 1. Et donc, si on s'intéresse ici à la fraction massique de liquide, donc le point 1, si j'appelle ça le point E, encore une fois, eh bien, donc c'est égal à EV sur LV. Autrement dit, à V1,V moins V1 sur V1,V moins V1,L. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve ici 99,99%, soit le pourcentage de vapeur qui est égal à 0,001%. Autrement dit, on a exclusivement ici de l'eau dans le ballon. Bien. Donc, voici pour cette première question, on a cette masse de 100 kg d'eau dans notre ballon de 200 litres. On remarque qu'on a quasi exclusivement de l'eau dedans, puisqu'on n'a que 0,01% donc, de vapeur. Donc, on vous dit que suite à un échauffement accidentel, l'eau va passer à une température de 500 degrés Celsius. On vous demandait sous quel état se trouve l'eau après cet échauffement accidentel. Donc là, dans cette deuxième question, compte tenu du fait que le ballon, en fait, eh bien, il a un volume qui est fixe, égal à 200 litres, eh bien, donc, cet échauffement, c'est un échauffement isochore, en fait. Puisque le volume eh bien, donc, de notre ballon est constant. Et donc, il suffit de se déplacer ici verticalement au niveau donc, de notre diagramme. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à faire un trait droit. Donc là, on est sur le pointillé. Donc, il suffit de suivre le pointillé. Pour rejoindre, en fait, ici, eh bien, donc, l'isotherme 500 degrés Celsius. Donc, vous remarquez qu'on arrive jusqu'à ce point-là. Donc, je peux appeler ce point-là le point B. Et donc, on vous demande eh bien, sous quelle forme se trouve l'eau après cet échauffement accidentel. Donc là, vous remarquez qu'on est sorti en fait, de la courbe de saturation.
Et donc, on se trouve ici dans un état super critique ici. Et donc, par lecture, on vous demandait de déterminer la valeur de la pression correspondante. Donc là, attention, c'est une échelle qui est logarithmique également au niveau de l'ordonnée. Donc là, vous aviez 10 mégapascales, 20 mégapascales. Ici, on a 30 mégapascales. Donc ici, ce n'est pas très précis. On est autour de 25 mégapascales. On ne peut pas avoir une lecture très précise. Donc P1, c'est de l'ordre ici de 25 mégapascales. Donc 25 mégapascales, 250 bars. 250 bars, on vous demandait de commenter en fait l'expression trouvée. Ça fait beaucoup, 250 bars. Donc là, il y a une forte probabilité que le ballon en fait, d'eau chaude il explose, simplement parce que la pression intérieure au ballon devenant très grande en comparaison de la pression extérieure, il y a de grandes chances que les parois du ballon ne résistent pas et qu'il y ait donc explosion ici. Donc ici, risque d'explosion. Monsieur? Oui. On peut se trouver dans un cas similaire où on arrive à l'aide pas un refroidissement accidentel, entre guillemets, à avoir une chute de pression et une implosion. Alors après, honnêtement, je ne sais pas quelle différence de pression en fait est admise entre l'intérieur et l'extérieur. Ça dépend en fait, je pense, de la qualité du ballon, même si je suppose qu'il doit y avoir des normes au niveau de la construction. Par contre, ce type de problème-là, ça arrive bien plus fréquemment que ce que l'on pense. C'est pour ça qu'il faut en particulier les nettoyer de manière régulière et en particulier enlever le tartre au niveau de tout ce qui est résistance chauffante dans ces ballons pour éviter ces problèmes de surchauffe éventuels qui pourraient arriver liés en particulier à un court-circuit au niveau de la résistance qui pourrait amener cet échauffement accidentel. Donc la plupart du temps, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Implosion, honnêtement, je n'ai jamais entendu des implosions au niveau des ballons. Alors, je pense que c'est lié vraiment à la construction en fait, du ballon qui doit être construit de manière à ce que justement la différence de pression permise soit suffisamment grande pour limiter au risque les problèmes. Mais les risques d'explosion, ça, c'est assez fréquent. Ça n'arrive pas tous les jours, je vous rassure, mais disons, ça, c'est des choses dont on entend parler de manière assez récurrente qu'on discute un peu avec les gens, quoi. Donc, sur le principe, pourquoi pas. Après, je ne pense pas qu'on ait malgré tout une différence qui soit suffisante pour qu'il y ait ce phénomène d'implosion, parce que là, vous remarquez qu'on est ici à 10 bars, ici on est à 1 bar, donc là on est à 60 degrés, donc c'est la température ici usuelle pour la chauffe. Après, on ne va pas tomber non plus à des températures qui sont négatives ou autres. Au pire, on passera à des températures de la maison, on va dire une quinzaine de degrés Celsius au minimum. Donc, je ne pense pas que la différence de pression soit suffisante pour permettre l'implosion, puisqu'on n'a même pas un facteur 10, en gros. Dans l'autre sens, le problème. Bien. Monsieur? Oui. Je crois que j'ai vraiment du mal à comprendre ce que ça correspond vraiment le XL et XV, parce qu'à chaque fois, je comprends la grandeur, mais juste la formule à chaque fois. La démonstration, je la comprends, mais juste, j'arrive pas à le raisonner dessus. Alors, laisse-moi faire l'application numérique numéro 3, là.
ça sera un petit peu plus parlant et puis ça permet de comprendre un peu ce qui se passe dans le ballon et j'espère que ça répondra à ta question. Laisse-moi faire l'application numéro 3. Alors, au niveau de la question petit 3, on vous demande de reprendre en fait les questions précédentes, mais avec une masse d'eau introduite ici de 400 grammes. Donc, si je refais exactement le même calcul, on a petit v2 qui va être égal donc, à v0 cette fois-ci sur la masse m2. Et donc, si je fais l'application numérique, cette fois-ci, on a eh bien, donc, 500 litres kilogramme moins 1, autrement dit 0,5 mètres cubes par kilogramme. Et donc, si je regarde où est-ce qu'on est donc, sur notre isotherme, donc là, on a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc, au niveau du diagramme, je suis à ce niveau-là. Donc, ça, c'est mon état 2, caractérisé donc, par un point que je vais appeler E' ici. Donc, vous remarquez qu'on est encore sur le palier de changement d'état. Et donc, ça veut dire que eh bien, si dans le ballon, on stocke 400 grammes d'eau, eh bien, on reste sur le palier. Donc, on a toujours un équilibre liquide-vapeur. Et donc, en refaisant exactement le même calcul que précédemment, puisque vu qu'on est sur la même isotherme, les volumes massiques du liquide pur et de la vapeur pure sont inchangés, on a un XL, cette fois-ci, qui est égal donc, à E'V sur LV. Autrement dit, petit v2 moins V1,V moins V2 sur V1,V moins VL. Donc, si on fait l'application numérique, on a ici, cette fois-ci, 0,9375. Autrement dit, on a 93,75% ici de liquide. Et donc, le complémentaire de vapeur, autrement dit, 6,25% de vapeur. En masse. Alors, pour revenir à la question de votre camarade, ça veut dire la chose suivante. Si on prend le premier cas de figure, donc lorsqu'on introduit en fait nos 100 kg d'eau eh bien, donc, dans notre ballon de 200 litres, on a 99,99% en masse de liquide et 0,01% en masse ici de vapeur. Et donc, ça veut dire que dans le premier cas de figure qui est ici, donc, le ballon va être intégralement rempli d'eau avec eh bien, donc, 99 kg en fait, de liquide et 1 kg eh bien, d'eau. Pardon, je recommence. On a 99 kg. Alors, excusez-moi, je commence fatigué là ce matin. On a 99,99 kg ici de liquide au niveau donc, de ce point E. Et on a donc c'est un pourcentage. Je recommence, excusez-moi. Donc, on a au niveau du point E, ici, on a 100 kg d'eau. Donc, si on a 100 kg d'eau, on a donc ici, si c'était bien ça, 99,99 kg ici d'eau liquide et il y aura donc simplement 0,01 kg de vapeur. Donc, ça veut dire qu'au niveau du point E qui est ici, on a quasiment eh bien, que de l'eau liquide. Si vous mettez au niveau du point E' qui est ici, eh bien, on n'a plus que 93,75% ici de liquide. Et donc, au niveau de ce point particulier,
ça voudra dire qu'il y a 375 grammes de liquide et 25 grammes de vapeur au niveau de ce point-là. C'est à ça que servent en fait les pourcentages de liquide et de vapeur. Vu que c'est un pourcentage massique, ben, ça vous donne la proportion de liquide et de gaz donc, présents au niveau du palier de changement d'état. Et donc, sur le deuxième cas de figure, par exemple, où on a 93,75% ici de liquide au niveau de ce point-là, ben, ça veut dire que sur ces 400 grammes ici d'eau, eh bien, on a en masse 93,75% d'eau liquide, autrement dit 375 grammes de liquide, et par voie de conséquence, 25 grammes de gaz présents à ce niveau-là. C'est à ça que servent les pourcentages. Bien. Après, monsieur. Oui. Je coupe un peu Colin, du coup, si tu as encore des questions. Non, vas-y. C'est pour revenir juste sur la question 2. Je crois qu'on s'est gouré d'isothermes pour lire la pression. Ouais, effectivement. J'ai une pression qui est bien plus élevée. Oui. Non, vous avez raison. Je n'ai pas été suffisamment haut. Là, j'étais concentré sur le trait que je traçais. Je n'ai pas lu la valeur de la température. On va jusqu'à 500 degrés Celsius. Donc, c'est celle-ci, effectivement. Donc, attention. Je me suis arrêté à l'isotherme critique ici. Attention, je n'ai pas pris la bonne isotherme. Donc, pour le coup, on est à 200 mégapascales. Et donc, on a 2000 bars. Bon, là, on n'est plus dans le risque. Je pense que là, effectivement, il y a explosion. Donc, explosion du chauffe-eau à 1 minute 38 sur la vidéo. Voyons, hop, je regarde. Mais bon, honnêtement, ça, c'est assez fréquent, ces problèmes-là. Je connais dans mon entourage 2 personnes à qui c'est arrivé, les problèmes d'explosion des chauffe-eau. Donc, il n'y a pas des chances que les conduites explosent avant ou les raccords, parce que quand même, non. Alors, à moins que c'est totalement fermé à l'intérieur. Alors, non, c'est vraiment hermétique. Alors, après, par contre, souvent, il y a quand même un petit peu d'air également au niveau donc, du contenu qui va faire que ça limite quand même le risque en comparaison du petit calcul que l'on a fait ici, parce que là, on a considéré qu'il n'y avait que du liquide dans notre chauffe-eau ou de la vapeur d'eau, mais on n'avait pas considéré l'air. Le fait qu'il y ait quand même un peu d'air dans le chauffe-eau, ça permet de limiter quand même ces augmentations de pression, puisque l'air présent, lui, peut en quelque sorte se comprimer et limiter ce risque d'explosion. Alors, si on en arrive à la question, donc, alors oui, attendez, je n'ai pas fini tout à fait la question petit 3. Donc, on demandait également de déterminer donc, la pression donc, correspondante. Donc, si on fait la même chose à chaque fois, à savoir qu'on va donc, sur ici notre isotherme 500 degrés Celsius. Donc, hop, c'est celle-ci pour le coup. Et donc, que vous lisez donc, la pression P2 correspondante. Donc, ici, encore une fois, attention, on a l'échelle semi-logarithmique. Donc, au niveau donc, de cet isotherme 100, on est à 0,1 mégapascal, autrement dit 1 bar. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. On est autour de 6 bars ici pour donc, la pression P2. Et donc, là, vous remarquez que pour le coup, il n'y a plus de problème de risque d'explosion, parce que bon, cette pression de 6 bars, elle n'est pas si importante que cela. Et donc, ici, dans la 4e question, on vous demandait, lorsqu'on stocke un fluide, est-ce qu'il est préférable, en fin de compte, d'utiliser un volume massique pour le point E, qui est donc inférieur ou supérieur au volume massique du point critique, parce que vous remarquez que le point critique, il se trouve à ce niveau-là. Donc, on peut faire apparaître donc, au niveau donc, du diagramme
eh bien, donc, une limite en quelque sorte, hein, en s'intéressant ici à ce point critique et en lui associant un volume critique petit vc ici, hein, simplement parce qu'on remarque que eh bien, pour le stockage, autrement dit, hein, suivant que le point il est à gauche ou à droite de ce point critique, hein, eh bien, en cas d'échauffement accidentel, hein, sur la partie droite ici, hein, la pression elle augmente, mais dans une mesure raisonnable, alors que si on est sur la partie gauche, on passe très rapidement, hein, dans des valeurs de pression très très grandes, hein, du fait que eh bien, ici, la partie gauche, c'est relatif donc au domaine du liquide. Bon, là, la réponse, elle n'est pas si simple que ça, j'ai envie de dire, hein, parce que d'un strict point de vue sécurité, hein, on a envie de dire qu'il vaut mieux être à droite du point critique, hein, puisque vous remarquez que dans le deuxième cas de figure, ici, hein, la pression mise en jeu, elle est que de 6 bars, eh bien, lorsque on a cet échauffement accidentel. Bon, par contre, il y a un gros mais, hein. OK, d'un point de vue sécurité, c'est pas mal, hein, mais si on utilise un ballon d'eau chaude, hein, c'est avant tout pour avoir de l'eau chaude et donc pouvoir se laver en particulier, hein. Et donc, vous remarquez que eh bien, pour avoir, hein, eh bien, un dépassement ici de ce volume WC, hein, la quantité d'eau qu'on a introduite dans le ballon, hein, doit être extrêmement faible, hein, pour eh bien, avoir un volume ici massique qui, lui, est suffisamment grand pour passer au-delà du point critique. Et donc, on conçoit bien que si on met que 400 grammes d'eau dans un ballon d'eau chaude de 200 litres, on ne va pas franchement pouvoir beaucoup se laver, hein. Au contraire, si on met une quantité d'eau qui est beaucoup plus importante, une masse ici de 100 kg d'eau, là, le ballon d'eau chaude, il va jouer son rôle, hein, et on va pouvoir effectuer, utiliser de l'eau chaude pour la vaisselle, pour se laver, etc. Mais avec ce risque ici important, hein, lié donc à un échauffement accidentel. Donc, si on s'en tient, hein, à un strict ballon d'eau chaude, hein, qui permet d'avoir de l'eau chaude dans les maisons, hein, on est malgré tout, hein, plutôt sur la partie gauche du diagramme, hein, avec ces problèmes de risque d'explosion éventuelle, hein, qui peuvent ici se produire, parce que le rôle ici de ces ballons, hein, c'est de faire de l'eau chaude, hein, donc il faut de l'eau chaude dans le ballon, hein, et donc vous remarquez que on est obligé d'être dans cette partie, hein, où certes il y a un risque d'explosion, hein, en cas ici d'échauffement, mais ici il faut de l'eau chaude, hein, on n'a pas trop de choix, hein. Après, si on utilisait d'autres fluides, hein, pour avoir d'autres usages, on pourrait tout à fait, hein, se retrouver dans la partie droite du diagramme, hein. C'est un peu l'objet donc de l'exercice 3. Tout dépend en fait, hein, ce que l'on veut faire. Bien, il y a des questions par rapport à ça? Non? OK, alors il ne reste pas beaucoup de temps, mais si on regarde rapidement juste le début de l'exercice suivant, donc on va s'intéresser cette fois-ci au stockage de l'acétone. Donc, dans cet exercice, une première partie assez qualitative, hein. Donc, on vous dit qu'on utilise de l'acétone, on vous donne différents caractéristiques associées à cet acétone, on vous donne le point triple, le point critique, on vous donne également, hein, une température de fusion sous un bar et également, hein, alors, excusez-moi juste une toute petite seconde, je reviens. Ça va les mecs? Ça va et toi? Ouais! Par contre, je n'ai pas expliqué, le volume acide quoi. critique, c'est celui qui est en dessous du point rouge, là? Alors, Qu'est-ce qu'il y a? je suis de retour. Alors,
on vous demandait de tracer donc l'allure du diagramme, donc pression, hein, température. Donc le diagramme pression-température, hein, on l'avait donc ici à donner globalement l'allure, hein, dans le cours. Donc on va la reprendre ici, hein, avec eh bien, donc, les trois phases, la phase solide, la phase liquide et la phase gazeuse. Donc là, attention, hein, au niveau donc, de ce diagramme, lorsque on le fait, hein, il faut bien faire une pente positive ici, hein, pour la courbe d'équilibre entre le solide et le liquide, hein, puisque on avait dit que la pente négative, elle était caractéristique, hein, que de l'eau. La très grande majorité des autres corps purs ici sont positifs, hein. Donc ici, vous avez donc le solide, le liquide, et ici, donc, le gaz. Bien. Donc, les trois courbes qui se trouvent à ce niveau-là, hein, donc, ce sont donc, les courbes ici, hein, d'équilibre. Donc là, on vous demandait de rappeler donc, le nom des courbes tracées. Alors, je ne vais pas le noter sur le graphique, hein, parce que sinon, on ne va plus rien y voir, hein, mais si on s'intéresse par exemple à la courbe qui est ici, hein, c'est la courbe d'équilibre entre le solide et le liquide. Donc, on peut indifféremment appeler cette courbe d'équilibre, hein, la courbe d'équilibre de fusion ou la courbe d'équilibre de solidification. Tout dépend en fait, hein, si on s'intéresse au changement d'état, hein, qui fait passer du solide au liquide, fusion, ou du liquide au solide, hein, à savoir la solidification. Et ensuite, hein, on peut donner des noms, hein, analogues pour les autres courbes, hein, donc par exemple vaporisation à ce niveau-là, et puis donc sublimation pour cette courbe-là, ou les noms inverses, hein, liquéfaction et condensation, hein. Bien, on vous demandait de placer également tous les points, hein, sur ce diagramme. Donc, je vous rappelle, le point qui est ici, hein, c'est rien d'autre que le point triple. Donc, le point triple, là, on vous donne ici, hein, ses coordonnées, puisque, hein, on a, eh bien, donc, pour ce point triple, ici, à 170 Kelvin, et puis donc, la pression, elle vous était donnée également, hein, c'était donc 3,0 fois 10 puissance moins 5 bar. Ensuite, on a également le point critique qui est ici, hein. Donc, ici donc, le point T, ici le point critique. On vous donnait pour le point critique une température de 508 Kelvin, et puis donc la pression correspondante qui valait 47 bars. Donc ça, c'est pour les points classiques, hein, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, hein, on pouvait donc rajouter quelques points supplémentaires sur le graphique. Donc, on vous indiquait qu'on avait une température de fusion sous une pression de 1 bar qui était relative à 179 Kelvin. Donc ici, hein, lorsqu'on s'intéresse à la fusion, hein, on est sur la courbe d'équilibre solide liquide. Donc là, on a la température de 179 Kelvin. Pour donc, cette pression ici de 1 bar. Et puis, donc, si on regarde, on a quasiment fait donc, le tour. Donc, on vous parlait également donc, de pression de vapeur saturante pour finir à 293 Kelvin, qui est égal à 0,24 bar. Alors, bon, sur mon graphique, là, il commence à y avoir beaucoup d'informations, hein, donc on ne va plus y voir grand-chose, hein. Donc, si je me place, hein, donc, sur la courbe d'équilibre liquide-gaz, puisqu'on vous parle de pression de vapeur saturante. Vapeur saturante, hein, je vous rappelle, c'est un équilibre entre le liquide et le gaz, hein. On est sur la courbe d'équilibre, encore une fois, ici, hein. Donc ici, hein, on a donc notre température de 293 Kelvin, hein, avec ici, hein, la pression, hein, correspondante de 0,24 bar, hein. Pour ce point particulier ici. Bien, donc voici, hein, pour ce diagramme pression, donc température, donc du corps pur.
Ensuite, on retombe sur des choses très classiques. On ne peut pas être très original sur les questions qu'on pose. C'est à peu près toujours les mêmes, j'ai envie de dire, au niveau donc, de l'utilisation des diagrammes. Donc, on vous dit que pour étudier donc, le caractère volatile de l'acétone, on va placer dans un bécher de 100 ml 50 g d'acétone pur liquide dans une pièce qui fait 50 mètres cubes. La température, c'est 293 Kelvin. Il n'y a pas d'acétone initialement. On vous demande l'état physique de l'acétone quand l'équilibre ici va être atteint. Bon, ça, c'est le calcul qu'on a fait déjà à plusieurs reprises là. Au niveau, donc, ici, du TD. À savoir, ici, vu qu'on vous demande quel est l'état physique qui est atteint, l'idée, c'est un peu toujours la même, c'est de travailler dans le diagramme de Clapeyron. Donc, on va redessiner cette fois-ci dans le diagramme de Clapeyron notre isotherme. Donc, on est à 200, donc 93 Kelvin. Donc, ici, la pression de vapeur saturante, on la connaît, c'est P étoile, ça correspond à ce point-là du diagramme, donc notre 0,24 bar, avec toujours pareil, le liquide qui est ici, le gaz, et ici, le liquide plus le gaz, la vapeur sèche à ce niveau-là, la vapeur saturante à ce niveau-là. Donc là, donc, on peut se demander donc, à quel état physique on a affaire. Donc, je peux faire ici apparaître, comme on l'a fait à plusieurs reprises, l'extrémité du palier de changement d'état avec un volume ici, petit VL. Et donc, si je m'intéresse ici à ce volume massique petit VL, on peut le déterminer en considérant que le point V à une goutte de liquide près, on va avoir ici que du gaz. Et donc, on a ici, au niveau du point V, l'équation d'état du gaz parfait, donc P étoile fois grand V du liquide qui est égal ici à nRT. Donc ici, compte tenu du fait qu'on introduit une masse petit m, donc, je peux traduire ça en termes ici de masse sur masse molaire. On a la masse molaire, on a la température, donc on a tout. Donc on a grand V indice V qui est égal à 87 litres. Donc on peut s'intéresser au volume massif correspondant, grand V indice L ici, sur la masse petit m correspondant. Donc c'était 50 grammes, pardon. On a donc un volume massique de 1,74 mètres cubes kilogramme moins 1. Et donc ici, vous remarquez que compte tenu du fait que le volume de la pièce, ici V1, c'est 50 mètres cubes, on remarque que 50 mètres cubes, volume disponible ici pour donc, notre gaz, pour l'acétone, on a un volume qui est plus grand que grand V indice L. Donc, on peut raisonner différemment ici avec les volumes ou les volumes massiques, bien évidemment, la conclusion serait la même. On peut dire aussi que petit V1 est supérieur à petit VL. Et donc, on obtient uniquement du gaz ici. Donc, vous remarquez que pour répondre à cette question-là, je n'ai pas eu besoin de m'intéresser à l'autre point extrême du palier de changement d'état, puisque là, compte tenu du fait qu'on trouve
un volume de 87 litres, ou le volume acide correspondant ici, directement, on est sur cette partie-là de l'isotherme au départ, et donc on n'a que du gaz, que de la vapeur sèche. Bon, c'est un peu toujours les mêmes types de questions que l'on pose. Alors ensuite, dans la question petit 3, et puis je m'arrêterai là, on vous demandait ici de déterminer donc, la valeur du volume V2 toujours sur cette isotherme pour laquelle on aurait l'acétone qui serait réduite à une goutte de liquide dans le bécher en équilibre avec la vapeur saturante correspondante. On l'a fait juste avant, puisqu'on a dit que ça correspond au point V. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez remettre 2 petites secondes sur la page d'avant, s'il vous plaît? Oui. Hop, je te finis juste d'écrire ça. Au point V. Donc le volume V2 est égal à 87 litres. Merci. Bien, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc demain, je vous rappelle qu'on a